Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 novembre. Aujourd'hui c'est Thanksgiving aux USA, les Américains vont manger la dinde. Aujourd'hui c'est une séance donc fermée aux États-Unis, très peu de volatilité sur les marchés. Demain les indices américains vont ouvrir pour une séance écourtée, donc nous devrions avoir une volatilité écrasée d'ici la fin de la semaine. Néanmoins, restez connectés sur les ondes. Nous avons atteint, comme le dit le titre du jour, des cibles majeures sur le dollar et le Dow Jones. On pourrait donc connaître des stabilisations, voire des prises de bénéfices sur ces actifs. Vous n'êtes pas sans savoir que ces 2 dernières semaines, on a eu l'effet Trump, l'effet reflation, c'est-à-dire que les marchés partent du principe que l'inflation va redémarrer, les taux longs américains se sont tendus, les perspectives de hausse de taux ont été augmentées, le dollar a donc été particulièrement recherché, les indices américains, une fois l'élection passée, sont partis à la hausse à pleine vitesse et sont sur des nouveaux records historiques. Donc voilà, on est dans un environnement de marché globalement positif. On a eu des très fortes hausses sur les indices américains et sur le dollar. On restera factuel et que tant que les tendances haussières perdureront sur ces actifs, eh bien les acheteurs garderont la main. Néanmoins, pragmatisme et prudence, techniquement parlant, j'avais défini des cibles haussières sur le dollar et le Dow Jones. Ces cibles ont été atteintes, donc prudence pourrait être de mise. Bienvenue à tous en tous les cas pour cette matinale. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme tous les matins, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. On va voir ensemble, comme tous les matins, les actualités marché, macro, actions, statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, 14e séance de hausse consécutive pour le Russell 2000, donc l'indice des small caps US à 1342 points. Je vous ai rédigé un petit point sur le Russell en début de semaine pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on avait fait 11 séances ou 12 séances de hausse consécutive que l'on n'allait pas continuer d'en faire. Le Russell a battu son record de 13 séances consécutives de hausse qui datait de 1996. Il a enchaîné 14 séances donc avec la clôture d'hier soir et son record, si vous cherchez des statistiques historiques, eh bien son record c'est 22 séances consécutives de hausse en 1988. L'US 30, donc le Dow Jones Industrial Index, atteint un objectif haussier théorique majeur à 19 100 points. Nous le verrons sur la plateforme dans quelques instants. J'ai pris la hauteur du mouvement que nous avions eu entre le Brexit fin juin et les plus hauts historiques de cet été. J'ai reporté la hauteur de ce mouvement au point bas de l'élection de Donald Trump et ça nous donnait un objectif théorique. Cet objectif a été atteint après un mouvement haussier majeur. Techniquement parlant, je deviens donc désormais un petit peu plus prudent alors que j'étais ici factuellement, foncièrement haussier. Le CAC 40, lui, reste ancré dans la partie supérieure de son range. Il est toujours dans un range entre 4470 et 4570 points. Parce que les US tiennent, voire continuent de monter, eh bien, le CAC 40 arrive à se maintenir dans la partie supérieure, au-dessus des 4520 points, les 50% de ce range de 100 points. Néanmoins, pas de décalage, pas de forte volatilité. Les indices européens comme le CAC et le DAX ont l'air bloqués sous leur résistance. Il semblerait qu'il y ait une certaine prime de risque politique sur l'Europe avec le référendum italien qui se tiendra dans maintenant 10 jours. La volatilité reste au plus bas avec un VIX à 14,42 points. On est donc dans un marché d'appétit pour le risque, dans une tendance haussière et en l'absence de stress, en l'absence de décalage haussier sur le VIX, eh bien les conditions de marché actuelles peuvent perdurer jusqu'à nouvel ordre.
Le dollar index atteint un objectif haussier théorique, lui aussi à 102,30 points. J'avais pris ici aussi la hauteur du mouvement haussier que nous avions eu au mois d'octobre sur le dollar. Je l'ai reporté à la cassure des plus hauts annuels, qui étaient d'ailleurs pratiquement les plus hauts de 2015. On a accéléré au-dessus de ces seuils, on a défini des objectifs théoriques, on verra ça dans la partie graphique. Un objectif majeur a été atteint, alors que le dollar monte fortement depuis 3 semaines maintenant. Une consolidation des prises de bénéfices pourrait donc désormais intervenir. Donc factuellement haussier sur le dollar et sur l'US 30, le Dow Jones depuis plusieurs séances, voire plusieurs semaines. Je reste haussier puisque l'analyse technique reste haussière, mais elle nous invite à un peu plus de prudence car des prises de bénéfices pourraient avoir lieu sur les zones de cours actuelles ou bien un tout petit peu plus haut, mais en tous les cas, on a fait le plus gros du chemin, semblerait-il, à court terme. Et puis enfin, l'AUD-NZD matérialise une potentielle ETEI, donc une épaule tête-épaule inversée à surveiller en données moyen terme, en données hebdomadaires. Je vous montrerai ça dans la partie Forex. Côté actualité macroéconomique, une majorité des membres de la Fed devraient attendre davantage de preuves quant aux cibles d'emploi maximum et d'inflation à 2% avant d'augmenter le range cible des taux directeurs. Cela veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire que les membres de la Fed vont très certainement monter les taux en décembre, mais qu'en début d'année prochaine, ils vont attendre plus de données fondamentales pour pouvoir corroborer plus de hausses de taux comme le marché le price actuellement. En Angleterre, forte baisse des promoteurs immobiliers en raison d'une annonce d'interdiction des commissions sur les loyers perçus par les intermédiaires. Vous n'êtes pas sans savoir que l'immobilier anglais est un marché très important, que les prix sont très élevés, les promoteurs pâtissent du Brexit. Eh bien, cette interdiction des commissions sur les loyers perçus pourrait être encore un point noir pour ces promoteurs immobiliers qui n'en sont peut-être pas au bout de leur peine. Ensuite, concernant le pétrole, on a des marchés qui doutent actuellement d'un possible accord de gel de production la semaine prochaine. Ce sera donc le 30 novembre, ce sera le mercredi 30 novembre à Vienne, la réunion des pays producteurs. Un point positif hier, c'est que le ministre irakien a avoué que le pays semblait vouloir réduire une partie de sa production pour partager les efforts du cartel. On souhaiterait les voir réduire leur production de 1,5 million de barils par jour. Ils proposent actuellement 900 000. On n'est pas donc sur une baisse de 4 à 4,5% de la production, mais plutôt une baisse de 2 à 3%. Est-ce que les pays producteurs vont réussir tout de même à se mettre d'accord? Nous verrons cela la semaine prochaine. En attendant, le pétrole reste tout de même bien soutenu. Et puis enfin en Italie, le ministre de l'économie, Padoan, a admis que l'économie souterraine représentait 12% du PIB. Depuis la crise économique de 2008, l'Italie reste à la peine en Europe sur ses chiffres économiques. Les bancaires ne vont pas bien, l'économie souterraine est importante. Il faudra continuer de suivre l'Italie dans les trimestres à venir, car une nouvelle crise en zone euro n'est absolument pas inconcevable. Côté entreprise, peu de chiffres ou de publications. On a Pierre et Vacances qui a réduit sa perte nette de 11,5 à 7,4 millions d'euros. Rallye émet sa première obligation pour un montant de 75 millions sur 4 ans, affichant un coupon de 4%. Rémi Cointreau a enregistré un résultat net en hausse de 14,8% à 76 millions d'euros. Et puis Vinci a porté plainte contre X pour usurpation d'identité. Si vous n'êtes pas au courant, regardez le titre Vinci avant-hier. Il a perdu 18% en séance avant de se reprendre suite à la publication d'un faux communiqué au sujet des chiffres de la société. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, vous pouvez voir qu'on a très peu de titres qui font plus ou moins de 1%. C'est une séance aujourd'hui qui va être particulièrement calme. Les États-Unis sont fermés. On ne devrait pas assister à une forte volatilité sur les actions du CAC 40. On pourrait néanmoins voir certains titres décalés, les opérateurs optant pour du stock picking.
Côté statistiques passées, on a eu plein de bons chiffres aux États-Unis hier. Je vous en avais repris quelques-uns dans l'émission de l'après-midi, le quart d'heure US. Et puis après notre émission, on a eu la confiance des consommateurs US qui est ressortie supérieure aux attentes à 93,8 points contre un consensus à 91,6. On a eu des stocks de pétrole inférieurs aux attentes hier, en baisse de 1,3 million de barils contre un consensus positif de 0,3 million de barils. Et les stocks de gaz, eux aussi, sont ressortis inférieurs aux attentes, soutenant les cours du gaz qui sont en tendance haussière depuis à peu près une semaine. Et puis ce jour, peu de chiffres, mais tout de même, l'IFO donc est paru à 10h, un petit peu en dessous des attentes. On a l'indice de confiance des consommateurs à 13h et puis la balance commerciale dans les antipodes ce soir à 22h45. Et puis pour finir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets, j'ai choisi un triangle noté 4 sur 5 sur la paire AUD-NZD, le dollar australien contre le dollar néo-zélandais en données journalières. Vous voyez que cette paire est dans un triangle. Si elle en sort par le bas, elle pourrait retrouver ses plus bas du mois de septembre à 1,03. Si elle en sort par le haut, elle pourrait accélérer vers les 1,0750. Et si elle dépassait ce seuil, elle pourrait donner un signal de moyen terme. C'est justement la fameuse ETEI de moyen terme dont je vous parlerai tout à l'heure dans la partie graphique. On va passer sur la plateforme de CMC Markets. Vous voyez ici le Russell 2000 qui monte depuis 14 séances consécutives. Ce n'est pas parce qu'on monte pendant 8, 10 ou 12 séances qu'on doit baisser. Ce n'est pas parce qu'il y avait une oblique qui bloquait les cours qu'on n'allait pas la casser. D'ailleurs, on a cassé l'oblique avant-hier, on est venu prendre appui dessus hier et on a encore fini au plus haut. Ce n'est pas parce qu'on a fait 14 séances consécutives qu'on ne va pas en faire une 15e. Pour l'instant, il n'y a absolument aucun signal baissier sur l'indice US des small caps qui peut continuer de monter jusqu'à nouvel ordre. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, je vais devenir un petit peu plus prudent sur ce mouvement haussier. En effet, on a atteint un objectif haussier technique théorique majeur. J'ai pris la hauteur donc entre le point bas du Brexit et les plus hauts du mois d'août. J'ai reporté la hauteur de ce mouvement haussier du plus bas atteint lors de l'élection de Donald Trump le mercredi 9 novembre et je l'ai reporté à la hausse. Et ça me donnait un objectif théorique dans la zone des 19 080, 19 100 points. L'objectif haussier théorique donné par l'analyse technique a donc été désormais atteint. Un objectif haussier ne veut pas dire qu'il faut vendre, qu'il faut sortir les achats, et ça ne veut pas non plus dire qu'il faut vendre le marché pour jouer la baisse. Ça veut tout simplement dire que le mouvement haussier a été réalisé. Donc, quand on atteint un objectif, si certains s'étaient fixé cet objectif, ils sortent. Si vous ne vous fixez pas d'objectif sur vos positions et que vous êtes acheteur du marché, il y a certains qui vont tout simplement remonter leur stop de protection au fur et à mesure et puis continuer de suivre le mouvement. Personnellement, en tant qu'analyste technique, je note une tendance haussière mensuelle, hebdomadaire, journalière et 4 heures. Il n'y a absolument aucun signe baissier pour l'instant. Quand je vous dis que je suis prudent, ça ne veut pas dire que je ne reste pas haussier. Ça veut juste dire que une consolidation ne m'étonnerait désormais pas beaucoup. Voilà. Donc ce n'est même pas sûr qu'on consolide, mais dans les séances à venir, étant donné le niveau de surachat, étant donné les niveaux atteints, une consolidation ne m'étonnerait guère. J'attends une configuration de retournement ou un chandelier qui montrerait que les vendeurs tentent de reprendre la main. Auquel cas, on pourrait à ce moment-là parler de stratégie baissière, de repli en direction des supports. En attendant, pour le moment, c'est haussier sur l'indice US des small caps, c'est haussier sur le Dow Jones, c'est haussier sur le S&P 500, et en l'absence de retournement de court terme, la hausse peut perdurer. Concernant les indices européens, c'est beaucoup plus neutre. On est haussier à moyen terme, on est haussier en données journalières là, sur les 15 derniers jours, mais vous voyez qu'on bloque à la hausse. On n'arrive pas à monter beaucoup plus, il y a une prime de risque politique sur l'Europe, il y a une sous-performance européenne qui bloque les cours et qui empêche de passer. Je pense que cela pourrait durer jusqu'au référendum italien du 4 décembre. Après tout, ce n'est que dans une semaine. On pourrait se faire des frayeurs, on pourrait avoir un petit décrochage des indices si de la peur émerge de ce référendum et de son résultat. Tant qu'on reste au-dessus des 4470 points, on reste en tendance haussière et les acheteurs peuvent reprendre la main à tout moment. Donc j'attends de voir dans les séances à venir ce qu'il va se faire, si on revient vers les supports ou si on attaque la résistance.
Tant qu'on est au-dessus des 4470 points, la tendance est haussière, les probabilités sont donc haussières d'un retour vers les plus hauts récents et les plus hauts annuels à 4610 points. Seule une cassure des 4470 points changerait la donne à court terme. Concernant le DAX, on continue d'évoluer dans un range de moyen terme et dans un range de court terme. On a quand même une tendance de fond haussière sur les 3-4 derniers mois. On a quand même une tendance haussière sur les 15 derniers jours avec des plus bas de plus en plus hauts. Mais on a un range depuis une semaine. Tant qu'on reste au-dessus des 10 580 points, la tendance est haussière. On pourrait aller chercher les 10 800 points et sortir par le haut de cette zone de congestion. Mais ici aussi, le DAX a l'air bloqué à cause du risque politique italien potentiellement. C'est ce qui fait que les cours restent bloqués. Donc attendons de voir la fin de semaine s'opérer. Début de semaine prochaine, on aura un retour de la volatilité. Au milieu de semaine prochaine, on aura la réunion à Vienne pour les pays producteurs de pétrole. Et en fin de semaine prochaine, on aura ce fameux référendum italien. Et ensuite, on se retrouvera au niveau du 5 décembre et on sera sur la fin d'année. Voilà. Donc voilà, des indices haussiers aux US et des indices soutenus mais relativement neutres en Europe. Ensuite, on peut regarder le marché actions. Dans les baisses, on retrouve donc Pernod Ricard qui est en consolidation là depuis une quinzaine de jours. On retrouve Areva qui est toujours bloqué dans son canal baissier, mais attention, si on en sort à tout moment, ce serait un signal fort. On retrouve Eutelsat qui reste sous pression baissière. On retrouve Vivendi qui elle aussi donc pâtit de prise de bénéfices appuyée. On retrouve Airbus, c'est une petite consolidation suite au mouvement haussier initié ces dernières séances. D'ailleurs, on avait parlé de la cassure des 56,50 sur Airbus. Le signal a bel et bien été validé. Et puis on voit aussi des titres comme des bancaires, comme Crédit Agricole, qui consolident sur des niveaux de résistance après un rallye haussier dantesque. Dans les hausses, on retrouve des petits titres qui décalent ce jour. Gerbet, que je n'avais pas regardé depuis très longtemps. Tessie, c'est un titre qui est très peu traité, qui a peu de... Vous voyez qu'elle est... Elle est peu volatile. Il y a peu de volume sur ce genre de titre, mais il est intéressant de noter quand même que le titre est en tendance haussière de fond et qu'il tente de s'extraire d'un triangle. Groupe Eurotunnel, ça fait bien longtemps que je ne l'avais pas vu dans mes radars. Donc elle est pile poil sur un support de moyen terme qu'elle essaye de tenir. Elle est sur ses plus bas du Brexit. Elle s'est fait une frayeur sous les 8,30 € et elle essaye de les tenir en cours de clôture. Il faudra absolument revenir au-dessus de ce seuil. Sinon, il y a des risques baissiers qui seraient prépondérants sous les 8,30 €. Puis ensuite, on retrouve des titres qui font des rebonds techniques. Parrot, par exemple. Parrot qui avait donc chuté fortement ces derniers mois, qui a perdu 60% depuis début septembre et qui là tente un petit rebond technique. On retrouve Peugeot qui stabilise sous résistance. Ah oui, et puis on retrouve Sequana. Sequana qui fait un double bottom, un double creux intéressant à court terme. On a ici un double test des 1,34 positif. On a un beau chandelier haussier ici le 9 novembre. Ici de nouveau on a une réaction haussière. Le titre est peu volatile, il y a peu de volume échangé, mais tout de même, on notera ce double creux qui a l'air plutôt positif. Et puis, Eramet continue sa course haussière, puissante. Le support, c'est les 53 €, c'est la borne haute du canal. Et la résistance, c'est les 63 €. Donc là, on est un peu au milieu de nulle part. Intervenir maintenant n'est pas chose évidente. Par contre, pour ceux qui sont à l'achat, bravo à vous. Quel spectacle nous a offert Eramet qui a pris pratiquement 50% en l'espace de 2 semaines. Alors ensuite, on regarde les matières premières. Sur les matières premières, le gaz donc continue d'être soutenu. Il est toujours dans un processus de reprise haussière. Hier, on a eu les stocks qui ont été publiés inférieurs aux attentes, ça soutient les cours. La prochaine résistance, elle apparaît ici, à 3,10. Le sucre, lui, il a continué de chuter, il a cassé son support et le prochain support est à 18,60. Tant qu'on est sous les résistances, la tendance baissière peut perdurer.
Le pétrole, il est relativement neutre et il devrait rester relativement neutre. Quand je dis qu'il est neutre, c'est sur les 2-3 dernières séances. À moyen terme, il y a bien une tendance haussière au-dessus de la MM200. En journalier, il y a bien une tendance haussière depuis 2 semaines. Tant qu'on est au-dessus des 46,50, les plus hauts de la semaine dernière et les plus bas de mardi, eh bien on est en tendance haussière et les acheteurs gardent la main. Mais la volatilité devrait rester faible dans les séances à venir. Le riz, lui, il est complètement neutre entre 9,20 et 9,70, donc pas grand-chose à vous dire là-dessus. Le jus d'orange, il est en tendance haussière de moyen terme, mais il a buté sous ses plus hauts historiques datant de 2011, ici à 228 cents. On est en petite tendance baissière de court terme. Si dans les séances à venir, on arrive à casser cette oblique, on pourrait repartir à la hausse à l'assaut des plus hauts historiques. Tant qu'on reste sous cette oblique, et si on casse les plus bas des dernières séances, la baisse pourrait s'intensifier. Et puis enfin, sur les matières premières, je voulais vous montrer aussi les bovins engraissés, qui continuent leur mouvement de rattrapage technique haussier petit à petit. Tant que les cours sont au-dessus des plus bas d'hier à 128,50, la tendance est haussière, les acheteurs gardent la main. Si on repasse à l'intérieur de ce range, les perspectives haussières seraient annihilées. Et enfin, concernant l'or, eh bien l'or vient d'atteindre les 1185 $. Ce sont les plus hauts du mois d'octobre 2015 parce que le dollar a atteint un objectif majeur et qu'il est susceptible de consolider. L'or a fait de même, a atteint un support majeur et est susceptible de consolider. Mais encore une fois, consolidation veut dire potentielle stabilisation, voire petit rebond technique, mais ne veut pas dire retournement. Le dollar est aussi à moyen terme, l'or est baissier à moyen terme. Donc oui, on peut assister à une petite stabilisation des cours sur ce support clé, puisque le dollar arrive sur une résistance clé. Mais attention, l'or reste quand même baissier, et c'est ce qui explique qu'on ait eu ces décalages baissiers progressifs ces dernières séances. Tous les jours, je vous ai dit que l'or stabilisait, mais que tant que le dollar restait fort, des décalages baissiers nouveaux pouvaient intervenir. On en a eu 1, 2 et 3. À très court terme, ça va peut-être se calmer, mais tant que le dollar sera haussier, l'or restera baissier. D'ailleurs, je voulais vous montrer un graphique sur l'or, parce que l'or, c'est vraiment un actif qu'adorent les particuliers. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas être autre chose qu'acheteurs sur l'or. Les particuliers, depuis des années, sont en général plutôt acheteurs d'or et non pas vendeurs d'or. Or, si vous regardez la tendance de l'or depuis 2011 jusqu'à 2016, la tendance, elle est baissière. On a eu un beau rebond des cours de l'or de 1045 à 1370. On a échoué sous le haut d'un canal baissier et là, les cours repartent à la baisse. Et tant qu'on reste dans ce canal, tant que le dollar est fort, on pourrait très bien revenir vers les 1150, voire les 1000 $, voire les 800 $. Si les Américains doivent monter les taux plusieurs fois en 2016 et que le dollar continue d'exploser, voir l'or sous les 1000 $ n'est pas inconcevable. Alors après, là, je dis ça parce que c'est une analyse technique factuelle, et je n'y crois pas forcément. Mais j'aimerais que vous gardiez en tête que voilà, l'or est baissier à long terme, l'or est baissier à moyen terme. Donc ceux qui cherchent le point bas sur l'or, en l'absence de signal haussier technique majeur, c'est quand même pas chose évidente. Et puis on va finir par le Forex. Donc voici le dollar index. Et donc le dollar index, il est tendance haussière de moyen terme, tendance haussière de court terme. Il a cassé ses plus hauts de 12 mois à 100,50. Il a continué d'accélérer cette semaine. Je vous ai dit que je restais complètement haussier, l'analyse technique était complètement haussière en ce début de semaine et qu'on pouvait avoir des nouveaux plus hauts, on les a eus. Par contre, attention, on a atteint les 102,12, juste à proximité de mon objectif théorique de 102,20, 102,25. Comment est-ce que j'ai trouvé cet objectif théorique? Eh bien, j'ai pris le point bas du range que l'on a travaillé ici en septembre-octobre, le jour de l'élection de Donald Trump, que j'ai reporté, donc j'ai pris la hauteur entre le bas de ce range et le haut de ce range, les 99 points qui étaient les plus hauts du mois d'octobre. J'ai reporté la hauteur de ce mouvement à la cassure et ça m'a donné un objectif théorique ici. L'objectif théorique
a donc été pratiquement atteint ce matin sur le dollar index. Donc, comprenez que c'est comme sur les indices US. Les indices US sont haussiers à long terme, à moyen terme et à court terme. Le dollar est haussier à long terme, à moyen terme et à court terme. Mais à très court terme, aujourd'hui même, le Dow Jones a atteint mon objectif haussier théorique. Le dollar a atteint son objectif haussier théorique donné par l'analyse technique par un effet de balançoire. Des prises de bénéfices, voire une consolidation des cours, sont désormais envisageables. Pas obligatoires, mais envisageables. Et si le dollar consolide, eh bien on pourrait assister à une stabilisation des prises de bénéfices, voire des rebonds techniques sur les paires en dollars. C'est comme ceci, donc on voit que l'AUD se stabilise à plat, l'euro-dollar se stabilise également, la livre reste bien soutenue, bien forte au-dessus de son support, et le NZD, lui, se stabilise aussi sur son support des 0,70. Si le dollar continue sa course et casse les 102,30 et accélère de nouveau, eh bien on définira de nouveaux objectifs haussiers, et les supports et les plus bas du jour casseraient sur la plupart des paires en dollars. Mais à court terme, parce que le dollar a atteint un objectif, et s'il consolide, on pourrait voir cette consolidation se prolonger un petit peu sur les paires en dollars. Et puis je voulais vous montrer aussi l'AUD-NZD, dont je vous ai parlé en début d'émission. Donc l'AUD-NZD à long terme, c'est ce graphique-là. Tendance baissière en 2013, 2014 stabilisation, nouveau point bas en 2015, puis stabilisation. On avait une épaule, tête, épaule inversée majeure en données hebdomadaires qui se déroulait sur 1 an et demi, mais elle ne s'est pas validée. On n'a pas cassé la ligne de coup dans la zone des 1,13, 1,14 pour valider cette ETE et partir à la hausse. Les cours sont donc repartis à la baisse début 2016. Et vous voyez par contre que désormais, en données journalières, sur les 6 derniers mois qui viennent de passer, on a une sorte d'ETEI, donc une configuration en épaule, tête-épaule. Vous avez la première épaule qui est ici, vous avez la tête qui est là, vous avez la deuxième épaule qui est ici. Un point positif, c'est que cette configuration en épaule-tête-épaule est respectée puisque la tête est pratiquement 2 fois plus grande que les épaules et l'épaule de droite a son point bas pratiquement sur le point bas de l'épaule gauche. On a donc ici une formation en épaule-tête-épaule théorique, potentielle. La confirmation de cette configuration de retournement interviendrait si les 1,0760 cassent dans les semaines ou les mois à venir. Donc si vous vous rappelez tout à l'heure, on a regardé l'AUD-NZD à court terme. On a vu que si les cours décalaient à la hausse, on pourrait revenir vers les 1,07, 1,0750. Et ensuite, à moyen terme, si on casse les 1,0750, on valide une épaule-tête-épaule avec un objectif théorique haussier de la hauteur de la tête. Donc 528 points. 528 points à la hausse, ça donne exactement les 1,13. Et les 1,13, c'est quoi? C'est la résistance de moyen terme, comme de par hasard. Donc voilà, tant que l'on tient les 1,04, à court terme, les acheteurs tentent de reprendre la main et d'opérer un double bottom. Si ce double bottom fonctionne, on retourne vers les 1,0750. Et en cas de cassure des 1,0750, on valide une ETEI avec un objectif potentiel de 1,13. Ça veut dire qu'actuellement on est à 1,0550 et que si ce scénario se déroule, il y a 750 points de hausse sur cette configuration. A contrario, en cas de cassure des plus bas à 1,04, donc si on perd 150 points, on invalide ce scénario haussier hebdomadaire. Voilà donc pour cette configuration particulière. Je vais maintenant regarder vos questions puisque j'en ai fini pour ma présentation et de ce tour du marché. Alors, Pascal dit « Les taux européens ne sont plus corrélés à la hausse des taux américains et baissent désormais. Quid de la hausse des financières européennes ?» Alors effectivement, Pascal, on a vu les taux européens se tendre en même temps que les taux américains. Puis quand les taux américains ont continué de monter cette semaine, les taux européens se sont détendus. Mais gardez en tête, Pascal, que c'est un mouvement profond de moyen-long terme. C'est pas parce que les taux se redétendent un petit peu en Europe que les financières doivent retomber.
Si vous avez suivi le webinaire qu'on a fait hier soir, vous aurez compris que cette hausse de taux, elle sera progressive, par palier et à moyen long terme. Et elle suivra l'inflation, qui est censée remonter dans les mois à venir. Donc les opérateurs, anticipant cette reprise de l'inflation, anticipant un potentiel tapering, donc un retrait des capitaux de la BCE fin 2017, commencent déjà à plaider pour un scénario positif pour les financières. Voilà, donc c'est pas parce que vous voyez à très court terme les taux se redétendre un peu que les financières doivent pour autant se casser la figure. Ensuite, Over me dit « Bonjour Nicolas, à ton avis, peut-on se fier à une divergence haussière de MACD en 4 heures pour couper une vente ? C'est sur NZD, je suis vendeur depuis 0,7060. » Alors, Over, concernant les divergences, j'ai toujours tendance à dire que les divergences sont là pour confirmer un scénario. Une divergence, c'est un signal d'un retournement potentiel. Vous avez par exemple une divergence haussière sur un actif qui est sur ses plus bas. La divergence vous indique que potentiellement, on pourrait connaître un retournement. Par contre, ce retournement doit être validé par la suite par les prix et par les cours, par les chandeliers, puis par l'indicateur. Donc, si vous doutez de votre position, vous avez plein de solutions en termes de money management. Vous pouvez mettre votre stop à zéro, vous pouvez descendre votre stop en stop gagnant, vous pouvez couper une moitié de la position, vous avez plein de solutions. Je ne suis pas là pour vous dire laquelle est la meilleure. Vous avez théoriquement un plan de trading. Quand vous êtes rentré dans votre position, vous aviez une entrée, un stop et un objectif. Vous pouvez cadrer la baisse et tracer des supports, des résistances, des obliques et faire en sorte de ne couper la position que si les cours se retournent. Après, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette position, si vous voyez une divergence, si vous pensez qu'il peut y avoir retournement à court terme, eh bien, pour vous tranquilliser l'esprit, vous pouvez tout simplement sortir du marché. C'est à vous de voir. En tous les cas, pour répondre clairement à cette question, les divergences, j'aime bien les voir en journalier, en 4 heures, elles sont un peu moins pertinentes. Et concernant une divergence, c'est un indice, mais pas une raison en soi. Patrick me dit, vous voyez qu'il faut faire toujours l'inverse de Goldman Sachs. Moi, j'ai shorté l'or. Alors, Patrick, je n'ai jamais dit que Goldman Sachs avait raison. Hein. L'année dernière, Goldman Sachs avait sorti une série de 5 ou 6 trades qui s'étaient tous révélés perdants. Ça arrive, même aux meilleurs. Donc, voilà. Concernant l'or, pour ma part, je n'ai jamais été haussier ces dernières semaines. On était en tendance... Je n'ai pas d'avis, moi, personnellement. L'analyse technique est mon outil. L'or est baissier dans un canal baissier long terme, je vous l'ai montré tout à l'heure. L'or est baissier à moyen terme depuis la cassure des 1305 $. L'or est baissier en données journalières. La suite logique, en l'absence de retournement, était donc une baisse de l'or. Alors, concernant la question de Patrick sur les logiciels, je vais éviter de parler de logiciels dans ce webinaire. Je n'ai pas envie de vous induire sur tel ou tel logiciel. Moi, je pense personnellement que la plateforme de CMC Market, c'est déjà un outil extrêmement performant en soi. Et puis, sinon... l'USD Yen. Alors, l'USD Yen, pour finir, pour Ulrich. Donc, voilà l'USD Yen. L'USD Yen, c'est une tendance haussière forte. Alors, on va regarder le graphique de moyen terme, quand même. L'USD Yen, donc 2012, début d'une tendance haussière. 2013, 2014, 2015, magnifique schéma haussier. On casse la tendance haussière début 2016. On enchaîne une tendance baissière forte. On prend appui sur le seuil psychologique des 100 yens et on repart à la hausse. Alors, vous voyez qu'on est dans une hausse très puissante depuis 3 semaines. Et qu'on est en train de retracer toute une partie du mouvement baissier précédent. On va prendre des retracements de Fibonacci, on va prendre le point haut et le point bas. On a dépassé les 50% de retracement à 112,5. Si on clôture la fin de la semaine sous 112,5, il y a des risques de consolidation. Tant qu'on est au-dessus des 112,5, excusez-moi, on pourrait retrouver les 114,50
les plus hauts du mois de février, et puis au-dessus, les 115,50 qui correspondent à 61,8% de retracement de toute la baisse et qui correspondent aussi à un niveau technique testé fin 2014 et au milieu de l'année 2015 vers 115,50, 116. Donc, c'est aussi à moyen terme. Au-dessus de 112,50, 114,50 et 115,50 sont les objectifs théoriques. À très court terme, par contre, on vient d'enchaîner une séquence haussière majeure. L'USD-Yen est très puissant. Ça peut continuer dans les séances à venir, mais attention, petit bémol, on est suracheté et le dollar index a atteint un objectif majeur ce matin. Donc, c'est la même chose que sur le Dow Jones ou sur le dollar index. La tendance est haussière en données hebdomadaires, la tendance est haussière en données journalières et en données 4 heures. Tant qu'on est au-dessus des 112,50, ça reste haussier, on peut continuer de grimper. Mais suite au rallye haussier qu'on vient de réaliser ces 3 dernières semaines, suite au niveau atteint par le dollar index, eh bien j'aurais tendance désormais à devenir un petit peu plus prudent. Plus prudent ne veut pas dire que je deviens baissier, ne veut pas dire que je ne suis pas haussier. L'analyse technique est haussière tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut et tant qu'on est au-dessus des 112,40. J'invite juste à la prudence. Autant ces dernières séances, il suffisait d'acheter les replis et de jouer la hausse et ça fonctionnait très facilement et ça repartait très vite. Autant dans les séances à venir, étant donné les niveaux de prix atteints, étant donné le surachat des indicateurs, étant donné que le dollar index et les indices boursiers ont atteint des objectifs majeurs, il se pourrait potentiellement que des brises de bénéfices interviennent et que les marchés se calment un petit peu. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que cela vous a plu, que ça vous permet un décryptage, une compréhension des marchés, que les niveaux techniques que je vous donne vous servent. Je vous retrouve donc cet après-midi à 15h45 pour faire le point. J'essaierai de vous trouver d'autres configurations, des actions américaines, une configuration reconnue par la plateforme de CMC Markets intéressante. Je vous souhaite à tous d'ici là un bon appétit, un bon trading et on se retrouve cet après-midi à 15h45. Au revoir à tous.